Salut tout le monde, merci d'être là. Vous êtes nouveau sur la chaîne? L'abonnement aide à faire vivre les histoires. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je m'appelle Boussane Hargrove. J'ai 38 ans et jusqu'à il y a quelques jours, je travaillais comme technicien en radio amateur et administrateur de réseau à temps partiel dans une station de radiodiffusion publique locale à Orléans, en France. Une ville tranquille, des étés doux, des hivers cléments, le genre d'endroit où rien ne se passe, jusqu'à ce que quelque chose se passe. Ma maison est située du côté est, près de la rue de Bourgogne, un appartement modeste de 2 chambres, un sous-sol à moitié aménagé et un balcon qui donne sur une ligne de chemin de fer envahie par la végétation. Je vis seul, enfin, je vivais seul, avec une antenne onde courte qui se dressait plus haut que la maison elle-même. La plupart des gens la trouvaient laide, mais dernièrement, elle était devenue mon salut. La nuit où tout a commencé, je venais de rentrer de la station. Le bâtiment de France Bleu se trouve près de la rivière, en bas de la rue, à côté du cinéma, non loin du café Otaku. On gardait une équipe réduite. Un producteur nommé Mathieu, une ingénieure du son nommée Mélanie, et moi. Ce jeudi soir, 12 juin, je suis resté tard pour régler un problème de latence dans notre système de diffusion d'urgence, un bug qui envoyait de fausses alertes sur nos flux numériques. L'ironie ne m'a frappé que bien plus tard. Quand je suis rentré chez moi, il était presque 23h45. Les routes étaient calmes, étrangement calmes. Pas de joggeurs tardifs, pas de voitures au feu rouge, pas d'étudiants se rendant au Petit Barcelone pour boire un verre. Même les maisons semblaient plus sombres que d'habitude. Je me souviens avoir dépassé un tronçon de la rue Royale où les lampadaires ont vacillé, puis se sont complètement éteints. Quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Une fois chez moi, j'ai allumé mon émetteur-récepteur radio-amateur, un Nikon IC 7300 connecté à une antenne verticale de 13 mètres, et me suis branché sur la bande nationale de 20 mètres. C'est là que j'ai entendu le premier murmure de quelque chose d'étrange. C'était un signal fragmenté d'une station relais de Tours. La voix de l'opérateur était tremblante, à moitié étouffée. Sa transmission était interrompue par des parasites et ce que je jure être des cris lointains. Ici K2ETR urgence, brèche de quarantaine. Si vous entendez ceci, éteignez vos lumières. Ne vous faites pas remarquer. Puis le signal est mort. J'ai écouté la transmission 2 fois, les mains tremblantes. Ce n'était pas une diffusion pirate et ce n'était pas une blague. Je connaissais l'indicatif. K2ETR était un répéteur d'urgence agréé basé sur le campus de l'université de Tours. Quelque chose de réel se passait. Quelque chose de très grave. J'ai essayé la chaîne d'urgence nationale, 147,520 MHz, mais c'était le chaos. Des dizaines d'opérateurs à travers le pays se hurlèrent dessus. Certains sanglotaient. Un homme essayait désespérément de contacter sa femme, répétant son nom comme un mantra. D'autres signalaient d'étranges attaques, un comportement bizarre et quelque chose qu'ils appelaient des mordeurs. J'ai changé de fréquence, cherchant la clarté, mais n'ai trouvé que plus de confusion. Puis, à exactement 0h13 du matin, le système d'alerte d'urgence s'est enclenché. Ma radio météo portable a craché le grésillement et les tonalités caractéristiques, suivies d'une voix mécanique. Ceci est une urgence nationale. Le président de la France a émis une directive de confinement immédiat. Tous les citoyens sont priés de rester à l'intérieur. Verrouillez toutes les fenêtres et les portes. Éteignez tout éclairage extérieur. N'engagez pas le contact avec les individus présentant un comportement violent ou erratique. Attendez d'autres instructions. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Vers 1h30 du matin, j'ai éteint toutes les lumières de la maison, tiré les rideaux occultants et commencé à installer une station d'urgence dans le sous-sol. Je n'y croyais pas encore tout à fait. Je pensais que c'était peut-être une attaque terroriste ou une sorte de psychose collective. Mais ensuite,
L'électricité s'est coupée dans toute la ville à 1h47 du matin. Pas une explosion de transformateurs, pas un réseau grillé, une coupure nette et coordonnée, comme si quelqu'un quelque part avait actionné un interrupteur principal. J'ai déterré mes batteries de secours et éclairé le sous-sol avec une seule lanterne LED rouge. Les panneaux solaires que je gardais dans le garage ne m'aideraient donc pas avant le matin. Alors, j'ai rationné ce que j'avais et prié pour que la situation soit sous contrôle à l'aube. Mais au fil des heures, les transmissions sont devenues plus sombres. À 2h18 du matin, j'ai reçu un appel de Mélanie de la station. Elle chuchotait, pleurait doucement, essayant de ne pas faire de bruit. « Dan, ils sont entrés dans la station. Matthew n'a pas survécu. Il n'était mat et pas humain. Il n'arrêtait bat et pas de bouger. » Puis la communication a été coupée. J'ai essayé de la joindre à nouveau, mais ça ne sonnait pas. Je suis resté là, à fixer le téléphone silencieux, regrettant de ne pas lui avoir dit de rentrer plus tôt. Je ne savais pas quoi faire d'autre, alors j'ai écouté. Il y avait un opérateur de Blois qui s'était barricadé dans une cabane de chasse près de la Loire, un chef de la marine à la retraite à La Rochelle qui donnait des conseils tactiques sur VHF crypté, un adolescent terrifié à Paris qui diffusait en direct tout ce qu'il voyait jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose s'introduise chez lui. Une voix m'a marqué plus que les autres, une femme qui appelait depuis l'extérieur de Versailles. Elle s'appelait Anka. Elle était calme, posée, infirmière. Elle donnait des mises à jour médicales régulières et conseillait à quiconque ayant des blessures mineures de les désinfecter immédiatement. Elle décrivait les symptômes en termes cliniques. Fièvre, agressivité, une perte profonde des fonctions cognitives, suivie d'un comportement violent et d'une sorte d'instinct sensoriel à poursuivre la lumière et le son. Je suis resté en contact avec elle pendant près de 2 heures, mais sa dernière transmission s'est terminée par le bruit de verre brisé et un grognement bas et guttural. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à croire que ce n'était pas seulement une panique ou une émeute. C'était quelque chose d'entièrement différent. À 4 heures du matin, je pouvais les entendre. Pas à la radio, dehors. Au début, c'était un cliquetis lointain, comme des poubelles qui se renversent, ou de lourdes bottes qui piétinent le trottoir. Puis le bruit distinct d'une porte arrachée de ses gonds. Je me suis faufilé à l'étage et j'ai regardé à travers une petite fente dans la porte du sous-sol qui menait à la rue. Il y en avait 4. Pas des soldats, pas des pilleurs, juste anormal. Leurs mouvements étaient saccadés, contre nature. L'un d'eux se tordait comme une marionnette cassée, le cou trop penché, la peau marbrée et pâle dans la lueur du détecteur de mouvement d'un voisin. Un autre frappait contre une voiture garée, indifférent à la bosse grandissante sur le capot. Le troisième s'est soudainement arrêté et s'est tourné vers ma porte. J'ai gelé. Il avait vu la faible lueur de la LED de statut de mon routeur clignotant à travers la fenêtre du salon. J'ai coupé le courant et me suis laissé tomber au sol. Quelques secondes plus tard, la chose a chargé à toute vitesse sur ma pelouse et a percuté le mur au-dessus de moi. Le bruit était comme un corps frappant un mur de briques, écœurant et brut. Il a gémi, a griffé le revêtement et est tombé silencieux. Je suis resté à plat sur le sol, respirant à peine. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là avant de finalement ramper jusqu'au sous-sol et de sceller la porte derrière moi. Mon cœur n'arrêtait pas de tambouriner. J'imaginais la chose grimpant sur le toit ou brisant la fenêtre de la cuisine. J'ai repensé à la diffusion. Éteignez vos lumières. Cachez-vous. Ne faites pas de bruit. Ce n'était pas juste une suggestion. C'était une règle de survie. À 5h25 du matin, j'ai enfin pris contact avec quelqu'un à proximité. Une voix est arrivée sur un canal simplex local. Ici, l'officier Ruben, police nationale française. Si quelqu'un dans la zone d'Orléans peut m'entendre, nous essayons de nous regrouper au commissariat de Saint-Jean-de-Bray. Lieu sécurisé. Médical sur place. Je répète, police municipale à Saint-Jean-de-Bray. J'ai répondu immédiatement. Ruben était prudent,
Mais une fois que j'ai confirmé mon adresse et mon statut, il m'a offert une fenêtre juste après le lever du soleil, avant que les infectés ne redeviennent actifs. Il a utilisé ce mot. Infecté. Bougez discrètement. Restez au ras du sol. Ils n'aiment pas la lumière du jour, mais ils peuvent toujours entendre. Alors j'ai préparé mon sac. Dans la pénombre avant l'aube, j'ai mis dans un sac à dos de survie de la nourriture, une radio UV 5R, une trousse de premier secours, un couteau Opinel et un vieux Springfield XD9 que j'avais acheté il y a des années aux États-Unis, mais que j'avais à peine utilisé. J'ai chambré une cartouche, accroché 2 chargeurs et prié de ne pas avoir à m'en servir. Au moment où le soleil a percé l'horizon, je me suis glissé hors de la porte du sous-sol, suis resté près des lignes d'arbres et j'ai commencé mon rampé silencieux à travers la ville que je pensais autrefois connaître. Les rues étaient jonchées de véhicules accidentés, de portes arrachées et, de temps en temps, d'éclaboussures de quelque chose de trop sombre pour être de la boue séchée. Un bus renversé gisait sur le côté à l'extérieur d'une école primaire, sa sortie de secours arrachée. Je me suis faufilé devant des maisons vides, certaines avec des empreintes de mains ensanglantées, maculées sur la vitre, d'autres silencieuses et intactes. Ma ville avait disparu. Je ne le savais pas encore, mais les 12 heures suivantes mettraient à l'épreuve chacun de mes instincts. Chaque décision ferait la différence entre atteindre le commissariat et devenir une partie du bruit extérieur. J'ai quitté le quai du Roi pour le sentier de terre juste après 6h15 du matin. La rue était étrangement illuminée par la lumière pâle du matin, se reflétant sur la Loire, projetant de longues ombres qui rendaient tout désorientant. Un semi-remorque s'était mis en portefeuille sur le parking du cabinet vert, écrasant l'avant d'une berline argentée et bloquant toute la voie en direction du sud. J'ai avancé rapidement derrière, utilisant sa masse pour me couvrir, en prenant soin de rester bas et de vérifier chaque intersection avant de m'exposer. Il n'y avait pas de vent, pas de chant d'oiseaux, juste un gémissement lointain occasionnel ou le bruit de quelque chose de lourd qui s'effondrait au loin. Le genre de silence qui donne l'impression que votre propre souffle est une trahison. J'ai suivi le sentier vers l'est, en passant devant des commerces fermés et des fenêtres barricadées. Quelqu'un avait graffé « infecté à l'intérieur » en rouge sur le côté d'un bâtiment. Je ne me suis pas arrêté pour regarder de plus près. J'ai évité les terrains dégagés, coupant par les arrière-cours et les ruelles, gardant une allure lente et délibérée. Je n'arrêtais pas de penser à ce que Ruben avait dit. La lumière du jour aide. Mais je les avais vus bouger pendant la journée, juste pas aussi vite. À un moment donné, près de la rue d'Allemagne, j'ai trouvé les restes de ce qui ressemblait à un poste de contrôle de la police nationale. Des sacs de sable, un Humvee calciné, et les restes tordus de ce qui avait autrefois été une barricade grillagée. Des douilles usagées jonchaient la rue, ainsi que 2 masques à gaz M50 ensanglantés, abandonnés à côté d'un sac de sport ouvert. Je n'ai vu aucun corps. Cela ne m'a pas rassuré. J'ai pris l'un des masques et l'ai accroché à mon sac. Je n'étais pas sûr si l'infection était transmise par l'air ou par le sang, mais les opérateurs portaient une protection pour une raison. J'ai continué d'avancer. Près du bourg, j'ai aperçu un mouvement à travers la vitre brisée d'un salon de manucure. J'ai figé, me suis mis à genoux, et j'ai levé le Springfield en position basse. Une forme a trébuché, des vêtements de travail en lambeaux, une jambe de pantalon ensanglantée, boitant lourdement. Elle a dépassé la fenêtre, indifférente à moi, et s'est effondrée contre le mur. J'ai attendu. Rien d'autre n'a bougé. J'ai fait le tour du pâté de maison plutôt que de risquer le chemin direct. À 7h30 du matin, j'ai atteint l'arrêt de tram Verville, qui se trouvait près de l'ancienne usine General Electric. Le passage souterrain était à proximité, flanqué d'épais murs de soutènement, maculés de saleté et de graffiti. J'ai hésité à prendre le chemin plus long en surface, mais le temps n'était pas de mon côté, et le chemin direct offrait une meilleure dissimulation. À mi-chemin du tunnel, j'ai entendu le bruit distinct de pas qui résonnaient derrière moi.
pas lent, pas traînant, en train de courir. Je me suis enfui. Le son a résonné dans le couloir de béton comme des coups de feu. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai juste couru. Mes bottes claquaient sur le trottoir mouillé. Mon sac à dos rebondissait contre ma colonne vertébrale. En sortant de l'autre côté, je me suis engouffré dans une porte de service rouillée, entr'ouverte à l'arrière d'un bâtiment de stockage abandonné. À l'intérieur, il faisait un noir absolu et une chaleur étouffante. Je me suis accroupi, le cœur battant dans ma gorge, et j'ai écouté. Les pas se sont arrêtés. Un reniflement humide les a remplacés, suivi d'un cliquetis bas et rauque, puis le silence. Quoi que ce fût, c'était passé sans entrée. Ce n'était pas intelligent, mais c'était conscient. J'ai attendu près de 10 minutes avant de pousser la porte et de me glisser à nouveau dans la lumière du soleil. Mes jambes étaient comme de la guimauve. Mes poumons brûlaient, mais je ne pouvais pas me permettre de m'arrêter. Le commissariat était encore à plus de 2 kilomètres. J'ai traversé la rue de la Liberté à 8h05 du matin. Une colonne de fumée s'élevait quelque part près des rives du fleuve, noire et huileuse. J'ai gardé ma radio à faible volume, à la recherche de la fréquence de Ruben. Finalement, je l'ai entendue à nouveau, faible mais claire. Toute personne approchant du côté est, soyez avisés. Médiathèque est compromise. Je répète, la place n'est pas sécurisée. Approche alternative par la rue de la mairie conseillée. J'ai actionné le micro. Ici, Hargrove. J'arrive par la rue Jean Zay, juste après le passage souterrain. Devrait vous atteindre dans 20 minutes. Une pause. Hargrove. On vous a entendu. On a un œil sur la rue Jean Zay. On va vous surveiller. Soyez rapide. Évitez tout signal visuel. Pas d'équipement réfléchissant. Pas de lampe de poche. Ils sont attirés par la lumière et le mouvement. J'ai confirmé et éteint la radio. Plus je m'approchais de ma destination, pire était la dévastation. Plusieurs pâtés de maisons étaient noircis par les dégâts du feu, les bâtiments éventrés. Des voitures de police abandonnées étaient de travers à travers les intersections, les portes ouvertes, les lumières mortes. Je suis passé devant une petite église avec des vitraux brisés et des fonds baptismaux renversés. Le corps d'un prêtre gisait immobile sur le parking, partiellement recouvert par un poncho de pluie déchiré. Je ne me suis pas arrêté pour voir s'il respirait. Au moment où j'ai atteint la place, ma chemise était trempée. La chaleur montait, et l'air immobile rendait tout suspendu dans une sorte de tension artificielle. J'ai rampé le long du côté d'un carrefour, gardant mon dos au mur, et j'ai jeté un coup d'œil autour du coin de la rue de la mairie. La police municipale était visible maintenant. Une vieille structure de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, avec une maçonnerie de briques beige, des fenêtres grillagées et une entrée fortifiée. Un Humvee avec des barrières montées bloquait le portail principal. Derrière, je pouvais voir des emplacements de sacs de sable et 2 soldats, l'un utilisant des jumelles, l'autre armé d'un M4, balayant la rue. J'ai à nouveau actionné le micro. Ici Hargrove. Je vous vois depuis la rue de la mairie. Entendu, Hargrove, a répondu Ruben. On vous voit. Avancez maintenant. Ne courez pas. Gardez les mains visibles. Je suis sorti à découvert et j'ai marché régulièrement à travers la rue. Et c'est là que les cris ont commencé. Pas les miens, pas ceux de quelqu'un du commissariat. De quelque part à ma gauche. Une femme a hurlé d'agonie, sa voix résonnant dans le quartier. J'ai tourné la tête instinctivement. Elle était là, trentenaire, les cheveux noirs emmêlés, sprintant pieds nus sur le trottoir avec 2 silhouettes qui la poursuivaient. Il manquait un bras à l'une d'elles. La mâchoire de l'autre pendait à un angle tordu. Toutes 2 étaient rapides. Trop rapides. Les soldats du commissariat ont crié quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. La femme ne m'a pas vu. Elle était entièrement concentrée sur la clôture grillagée devant elle, mais ses poursuivants m'ont vu, et quand elle a viré au nord, ils se sont tournés vers moi. Je n'ai pas attendu. J'ai sprinté les 40 derniers mètres,
les bras qui pompaient, le cœur battant contre mes côtes. Les créatures grognaient derrière moi, leurs pieds claquant sur le trottoir avec une vitesse inhumaine. J'ai entendu des coups de feu, une courte rafale contrôlée du M4, et un corps est tombé à quelques mètres derrière moi. J'ai plongé à travers les sacs de sable, alors que Ruben me tirait par le col. Le portail a claqué derrière nous, renforcé par une barre d'acier. La deuxième créature a hurlé en heurtant la barrière, ses doigts griffant inutilement le grillage. Une autre rafale l'a fait tomber, et l'air est redevenu silencieux, à l'exception de mon souffle haletant et des bourdonnements dans mes oreilles. Ruben s'est accroupi à côté de moi, son visage marqué par l'épuisement et la tension. « Bienvenue au commissariat », a-t-il dit. « Vous y êtes arrivés, peu d'entre eux l'ont fait. » Je n'ai pas parlé. Je suis juste resté là, sentant le béton sous mes paumes, sachant à quel point j'étais passé près. À l'intérieur, le commissariat était faiblement éclairé, alimenté par des générateurs de secours qui bourdonnaient faiblement depuis une salle de maintenance verrouillée. Environ 2 douzaines de personnes occupaient tout le hall principal. Des familles, des individus, quelques blessés. Des lits de camp étaient alignés le long des murs et des tables avaient été transformées en postes de triage. Des médecins travaillaient en rotation. Ils avaient l'air aussi épuisés que tout le monde. Ruben m'a conduit à une chaise pliante, près d'une table de commandement portable, et m'a tendu une bouteille d'eau tiède. On a des rations pour 3 jours si on les étire. Les munitions sont limitées. Le matériel médical, c'est encore pire. On n'a pas eu de contact avec Orléans depuis 4 heures. Il m'a présenté au lieutenant Helena Faust, une officière allemande en vacances, qui avait pris la tête après la disparition du commandant local lors de la première évasion. Elle avait peut-être la quarantaine, des épaules carrées et des yeux vifs, pas de manières. Son uniforme était poussiéreux et taché, les manches retroussées au-dessus des coudes. Je me suis demandé si elle voyageait avec partout. Je lui ai donné tout ce que je savais, ce que j'avais entendu à la radio, l'échec des stations relais, les derniers messages de l'opérateur de La Rochelle et d'Anka de Versailles. Elle a écouté attentivement, puis m'a tendu une carte. Nous organisons des missions de reconnaissance. Nous avons besoin de contacts radio avec les zones voisines. Et si vous êtes à moitié le technicien que Ruben a dit, nous pourrions avoir besoin de votre aide dans la salle de com. Je lui ai dit que je ferais tout ce dont ils avaient besoin, car à ce moment-là, entouré d'étrangers, d'enfants endormis et de l'odeur d'eau de javel et d'huile à fusil, j'ai réalisé la vérité. L'épidémie n'était pas juste un accident. Elle n'était pas localisée. Elle était organisée. Ce mot, organisé, ne cessait de résonner dans mon esprit comme un disque rayé pendant que j'étudiais la carte que Faust m'avait tendue. C'était une carte tactique standard de la vallée de la Loire et des zones rurales environnantes, marquée de notes au crayon gras. Des X rouges sur les zones perdues connues. Des cercles autour des zones avec des refuges présumés. De grosses flèches indiquant les schémas de flux, les mouvements des groupes d'infectés suivis par surveillance de drones, journaux de barricades et rapports d'observateurs provenant des canaux radio d'urgence. Elle avait fait de son mieux pour suivre une situation qui échappait rapidement à tout contrôle. Mais même dans le chaos, des schémas avaient donc commencé à se former. La propagation n'était pas aléatoire. Les infectés ne se répandaient pas simplement dans toutes les directions, comme de l'eau d'un barrage qui a éclaté. Ils migraient, comme s'ils étaient attirés ou rassemblés vers la chaleur, la population, peut-être même les sources d'énergie. Mais il y avait des lacunes. D'énormes étendues vierges sur la carte où les signaux avaient simplement disparu. Des zones mortes. Pas de transmission, pas de rapport, pas de signe de vie ou de mouvement, juste le silence. Tout ce tronçon juste ici, a dit Faust, tapotant la carte avec la pointe d'un marqueur effaçable. Rien depuis Jargeau depuis la fin d'après-midi d'hier. Pas de signaux radio amateurs, pas de relais, pas même de parasites. Pareil avec Saint-Denis de l'Hôtel, tous les deux sont très proches de l'aéroport. Pareil avec cette zone le long de la D8 et de la D2152 près de l'échangeur du labyrinthe du Popcorn.
Ce n'est pas du brouillage, ai-je dit à voix haute, avant même de réaliser que je parlais. Si c'était du brouillage, on entendrait au moins de la distorsion ou des tonalités cycliques. C'est une absence. Soit les stations ont été mises hors ligne délibérément, soit les personnes qui les géraient ont cessé de transmettre. Faust a hoché la tête une fois. Nous penchons pour la deuxième théorie, mais nous avons toujours besoin d'y jeter un œil. J'ai regardé l'équipement portable dans la salle de com qu'ils avaient installé dans l'ancien bureau de la Fourrière. 2 stations radio amateurs, un poste onde courte HF, un générateur diesel de secours et une batterie d'ordinateur portable, abîmée fonctionnant sur une liaison montante Starlink lourdement gardée. Tout était bricolé, des fils qui serpentaient le long des murs et scotchés sur le sol, mais ça marchait. Et plus important encore, ça parlait toujours. Nous n'étions pas encore complètement seuls. Ils m'ont donné accès à l'un des bureaux latéraux et m'ont installé avec un équipement en état de marche et un journal tournant des fréquences actives. Je n'ai pas discuté. Je savais comment me rendre utile. Et la seule chose pire que de ne pas savoir ce qui se passait dehors était de ne pas être utile pendant que ça se déroulait. À 10h20 du matin, j'avais rétabli le contact avec quelques opérateurs de relais isolés au sud. L'un à Vierzon, un autre près de Nice. Les deux avaient des histoires similaires. Infection rapide, pas de réponse centralisée. La DGS-CGC avait coupé la communication vers 3h du matin et le Centre national de réponse à l'ambassade des États-Unis aurait été envahi à l'aube. Il y avait des rumeurs éparses selon lesquelles le président avait été déplacé sur une île privée ou au NORAD, mais rien de concret, pas d'image, pas de confirmation officielle, juste des voix effrayées qui chuchotaient des demi-vérités dans l'air libre. À 11h, Ruben est revenu d'une patrouille de reconnaissance et a jeté un sac de sport maculé de terre sur la table devant Faust. À l'intérieur se trouvaient 6 téléphones jetables, une petite clé USB cryptée et ce qui ressemblait à un journal de terrain froissé. Chaque objet avait été trouvé sur un corps près de l'ancien quartier général des pompiers à Chessy. À en juger par l'état de l'équipement, ils appartenaient à une équipe de reconnaissance militaire. Mais le plus étrange, c'est qu'ils ne faisaient pas partie de la garde ou d'un groupe reconnu par l'État que Ruben connaissait. Pas d'insigne, pas de badge. Même les uniformes étaient bizarres. Un équipement tactique gris foncé, sans étiquette d'identification ni de grade. On pense que c'était des entrepreneurs, a dit Ruben. Mais le truc bizarre, c'est qu'ils ne couraient pas. Ils regardaient. L'un d'eux avait un contrôleur de drone toujours allumé quand on l'a trouvé. Ça a fait sonner toutes les alarmes dans mon esprit. Les entrepreneurs ne se contentent pas de surveiller les épidémies dans les villes tranquilles de la vallée de la Loire. S'ils étaient là avant que les premières transmissions ne soient diffusées, alors quelqu'un, quelque part, savait ce qui allait arriver et n'a rien dit. Faust a feuilleté le journal de terrain et a trouvé une liste de coordonnées GPS. Certaines étaient barrées, d'autres encerclées. Une entrée datée de 2 jours avant la première attaque signalée dans notre département indiquait simplement « Zone 7B, pas de réponse auditive. Les retours thermiques sont cohérents avec une phase d'hibernation. » Hibernation. Le mot ne m'a pas plu. Faust non plus. Nous avons passé l'heure suivante à trianguler les coordonnées, les superposant à nos propres cartes d'incidents connus. L'une d'elles, la zone 7B, était marquée sur une usine de traitement des eaux usées, déclassée juste à l'extérieur de Pithiviers. Cette usine était hors service depuis plus de 15 ans, mais l'entrée impliquait une activité, peut-être quelque chose qui y avait été stocké ou cultivé. J'ai eu la nausée en y pensant. À midi, alors que je préparais un paquet de données à transmettre au relais du centre d'opération d'urgence de Tours, la base est tombée dans un silence soudain. Pas le calme de la fatigue, du rationnement ou du deuil, mais une sorte d'immobilité militaire affûtée. Les radios ont été baissées. Les gens ont arrêté leurs tâches. Puis le mot est passé. Les éclaireurs ont repéré un mouvement à moins d'1/2 mile.
Un groupe de 4 infectés, se déplaçant de manière erratique mais délibérée, avait émergé près de la station-service, à côté du carrefour, et se dirigeait vers le nord. L'un d'eux s'est arrêté et a fixé l'antenne lointaine sur le toit du commissariat. Puis, comme si on avait appuyé sur un interrupteur, ils ont chargé. L'équipe du périmètre s'est précipitée. Des ordres ont été criés. Des coups de feu ont retenti en succession rapide, résonnant dans le quartier. 2 infectés sont tombés immédiatement. Le 3e a pris 7 balles avant de s'effondrer. Le 4e, grand, émacié, se déplaçant sur une cheville cassée, a parcouru 20 mètres avant que Ruben ne l'achève avec une balle à bout portant d'un fusil de chasse anti-émeute. Personne n'a célébré. Personne n'a applaudi, car ce n'était pas fini. Même pas 5 minutes plus tard, un 2e groupe est apparu. Plus grand, 10 personnes. Puis d'autres, émergeant des rues secondaires, des ruelles, rampant de derrière les véhicules garés et les fenêtres brisées. Ils n'étaient pas sans but. Ils sondaient, testèrent le périmètre, coordonnaient. Et pour la première fois, j'ai réalisé que le pire scénario n'était pas seulement d'être encerclé. C'était d'être étudié. Nous avons tenu l'assaut. Les barricades ont tenu. Mais le message était clair. Nous n'allions pas avoir des jours, peut-être même pas des heures. Nous devions partir. Pas nous disperser, pas fuir, mais bouger avec un but, avec une coordination et avec un plan qui allait au-delà de la simple survie au prochain coucher de soleil. Le lieutenant Faust s'est déplacé avec une urgence de professionnel. Le sol du hall principal a rapidement été recouvert de piles d'équipements, de rations de carburant et de cartes imprimées marquées au crayon gras-rouge. Les ordres étaient redonnés à voix basse et contrôlés. Ce n'était pas de la panique, c'était de la précision. Je suis resté dans la salle de com pendant les 40 minutes suivantes, diffusant des rafales échelonnées sur HF et UHF, avertissant les opérateurs radio-amateurs et les centres d'opération d'urgence voisins de notre départ et tentant un dernier contact avec le relais régional au Mans. Rien n'est revenu, seulement plus de silence, un silence qui ne faisait pas écho. À 16h25, j'ai rejoint l'équipe de Ruben. Nous étions désignés comme groupe de reconnaissance Bravo. Notre travail consistait à dégager l'itinéraire d'exfiltration par la D2152, établir une confirmation visuelle près de la piscine de Saint-Jean-de-Brie, juste à côté des limites de la ville, et marquer les voies praticables pour les véhicules médicaux et civils plus grands. Ruben a fait le briefing de l'équipe tout en vérifiant et revérifiant son fusil. Il avait échangé la carabine de patrouille du département contre un SIG MCX silencieux. Plus court, modulaire, plus facile à manœuvrer dans des espaces restreints. Je portais mon M1A dans une écharpe rembourrée sur mon dos et un Glock 17 emprunté dans un étui sur ma cuisse droite. L'arme de poing me semblait peu familière. J'avais été qualifié il y a des années, mais je n'en avais jamais utilisé une en dehors d'un stand de tir. Aujourd'hui, ça n'avait pas d'importance. À 16h53, la porte du garage sud s'est ouverte silencieusement, révélant la rue endommagée au-delà. Les ombres avaient déjà commencé à s'allonger, et le ciel prenait une couleur ambre terne derrière des couches de fumée de haute altitude. Nous sommes sortis en colonne de 4, Ruben devant, moi en deuxième, puis Mitchell et Hayes, tous deux des volontaires de la garde, avec des antécédents en dégagement de route et en logistique. Chacun de nous portait une radio, une gourde, un équipement de traumatologie et des rations de terrain. Personne n'a dit un mot. Les mots semblaient être un luxe maintenant. Nous sommes restés bas, et sur le côté gauche de la rue, utilisant les débris et les véhicules garés comme couverture. L'odeur était pire qu'avant. Un mélange métallique et doucereux de feu, de viande avariée et de moisissures trempées par la pluie. Ça vous restait dans la gorge. À un moment donné, nous sommes passés devant un bus scolaire, brûlé jusqu'à sa carcasse, les fenêtres défoncées, des traînées séchées coulant sur ses flancs jaunes comme des larmes. Aucun de nous n'a regardé à l'intérieur. La rue était principalement dégagée, jusqu'à ce que nous atteignions l'intersection près du château de Miramion. Là,
La moitié de la route s'était effondrée dans une ligne d'égout, créant une fosse déchiquetée d'au moins 2,5 mètres de profondeur et pleine de débris. La traversée serait impossible pour les véhicules médicaux plus lourds. Ruben nous a fait signe de nous disperser et de couvrir les angles. J'ai grimpé sur l'extérieur d'une camionnette de livraison pour avoir une meilleure vue et j'ai examiné les itinéraires alternatifs. La D 2152, que j'ai appris plus tard s'appelait l'avenue Général Leclerc, était étroite, encombrée de débris. Un centre commercial avec une entrée et une sortie dégagée semblait mieux. Quelques véhicules garés, mais praticables. C'est là que je l'ai entendu. Un son bas et humide comme un os traînant dans une boue épaisse. Puis un autre, plus proche. J'ai levé mon fusil et j'ai balayé vers le nord. Là, juste près d'un arrêt de bus qui disait quelque chose comme « vomite », 2 silhouettes se sont avancées, plus vite que la marche, pas tout à fait en courant. L'une portait encore des lambeaux de ce qui ressemblait à une blouse d'infirmière. L'autre, un coupe-vent déchiré taché de noir sur le devant. Leur tête tressautait en bougeant, pas de gauche à droite, mais vers le haut comme si elles sentaient les vibrations dans l'air. Ruben en a abattu un d'un seul coup de fusil silencieux. L'autre a plongé derrière une boîte aux lettres avec un mouvement saccadé soudain, puis a jailli en ligne droite vers Ace. Nous avons crié, tiré ensemble. La chose a absorbé 2 balles avant de s'effondrer avec un bruit d'écrasement écœurant. Ace est resté immobile pendant un moment, le regard fixé sur elle, le souffle sifflant de sa poitrine par à-coups irréguliers. « Ils s'adaptent », a murmuré Ruben en se mettant à couvert. « Ils apprennent ?» J'ai dit ça avant de pouvoir me retenir. « Peut-être », a répondu Ruben. « Mais on ne va pas attendre pour voir à quel point ils deviennent intelligents. Allons-y. » Nous avons fait demi-tour et avons pris l'itinéraire alternatif par le centre commercial. Au fur et à mesure que nous avancions, j'ai marqué chaque rue praticable sur ma carte imprimée avec un crayon gras et j'ai laissé tomber des marqueurs infrarouges derrière nous. De simples bandes alimentées par batterie qui émettaient de faibles signaux thermiques visibles à travers nos jumelles de vision nocturne ou nos lunettes thermiques. Elles n'aideraient pas les infectés, mais pour nos gens qui suivaient dans le convoi, ce seraient des balises de sauvetage. À 17h38, nous avions dégagé le dernier tronçon menant aux limites extérieures. Ruben a fait le rapport. Voix tendue par la fatigue, mais stable. Bravo au QG, route dégagée par la D 2152 et par le centre commercial voisin. Pont intact, marqueur placé. ETA pour le convoi principal. La voix de Faust a grésillé en retour. Le convoi est en route dans 10 minutes. Restez en mouvement échelonné. Pas de lumière. Je répète, pas de lumières après 19h. Nous avons un contact visuel confirmé avec 2 aéronefs près du lac. Origine inconnue. Cela nous a fait faire une pause. Des drones, a demandé Mitchell. Militaires ? Pas de transpondeur, a répondu Faust. S'ils sont à nous, ils ne parlent pas. Nous nous sommes repliés vers une petite ferme sur la rue de la Borde, désignée comme point de passage avancé. La structure avait déjà été dégagée par un groupe de reconnaissance précédent et était approvisionnée en fournitures de base et en eau. Nous avons pris position dans le grenier, observant la route de l'Est à travers des fentes d'aération. Le convoi a commencé à arriver en petits groupes. D'abord les éléments de reconnaissance, puis les camions de ravitaillement, puis un groupe de pick-up et de bus scolaires réaménagés remplis de civils. Je n'avais pas réalisé combien nous étions jusqu'à ce que je les voie tous ensemble. Près de 200 personnes, fatiguées, les yeux creux, mais vivantes. Certains portaient des armes artisanales. D'autres serraient des animaux de compagnie ou des paquets de vêtements. Il y avait des vieillards, des mères tenant des nourrissons, des adolescents au visage trop immobile. Le silence qu'ils portaient avec eux était différent. Ce n'était pas le silence du traumatisme, c'était le silence de l'observation de quelque chose autrefois normal qui devenait mal au-delà de toute compréhension. Faust est arrivé avec le dernier véhicule, une ambulance renforcée,
réaménagé en unité de commandement. Le véhicule était recouvert de saleté et de sang, l'antenne de toit tordue par un pont bas. Elle est sortie et s'est dirigée directement vers Ruben et moi. Les drones ont survolé 2 fois, a-t-elle dit. Ils ne cherchaient pas, ils scannaient. Des balayages de haut en bas, la même bande de fréquence que le lidar. Cartographiant le terrain, ai-je dit, ou la densité de population. Faust n'a pas scié. Ou cherchant des survivants comme nous spécifiquement. Ruben a donné un coup de pied dans un caillou. Nous ne sommes plus invisibles. Non, a-t-elle répondu. Mais nous sommes toujours silencieux. C'est pourquoi nous n'utiliserons pas de générateur après la tombée de la nuit. Plus de lumière, pas de feu de cuisine, pas de signaux avant 5 heures du matin. Des nouvelles de Tours ou de Paris, ai-je demandé. Pas encore. S'ils sont toujours là, ils écoutent. Alors que les derniers rayons du soleil s'effaçaient derrière les collines basses, la ferme et le terrain autour d'elle sont tombés dans le noir total. Pas une lanterne, pas un écran de téléphone. Même l'équipe de com a enveloppé le terminal Starlink dans un drap occultant et l'a éteint. La seule chose que l'on pouvait voir étaient les étoiles et les points froids et clignotants à l'horizon, dérivant lentement vers le lac. Je suis resté éveillé dans le couloir de l'étage, mon fusil sur la poitrine, le dos contre le mur. À travers la fenêtre, je pouvais voir la silhouette de la vieille grange où le groupe médical s'était blotti avec les plus jeunes enfants. Nous avions empilé des bottes de foin autour pour étouffer le bruit et la lumière. Pourtant, je détestais à quel point elle me semblait exposée. Vers minuit, les chiens ont commencé à aboyer. Au début, juste 1 ou 2. Un jappement aigu rapidement réduit au silence, puis d'autres, puis le silence à nouveau. Ruben et moi étions sur nos pieds instantanément. Nous n'avons pas utilisé de lampe de poche. Nous nous sommes déplacés à la seule lumière des étoiles, serpentant entre les camions et les haies basses. Au moment où nous avons atteint la lisière des arbres qui bordait le côté est de la propriété, nous l'avons vue. Une forme, à genoux à côté de la route du périmètre, humaine, probablement masculine, mince, pieds nus, les bras raides sur les côtés. Il ne bougeait pas comme les autres. Il ne courait pas, ne titubait pas. Il était immobile. Puis il s'est levé lentement et s'est tourné vers nous. Le clair de lune a capté ses yeux. Il brillait comme du verre, trop clair, trop immobile. Et puis il a ouvert la bouche, non pas pour crier, mais pour émettre un son, un bourdonnement bas et pulsant qui vibrait à travers le champ. Pas fort, pas menaçant, mais contre nature, comme un sonar. Derrière lui, 2 autres silhouettes se sont levées de l'herbe, puis 4, puis d'autres encore. Ne se précipitant pas, n'attaquant pas, juste arrivant, des silhouettes, chacune aussi immobile et grande que la première, comme si on les avait appelées. J'ai levé mon fusil, mais Ruben a tenu mon bras. « Ne faites rien », a-t-il chuchoté. « Ils n'attaquent pas. » « Alors qu'est-ce qu'ils font ?» ai-je chuchoté en retour. « Ils regardent. » Et nous sommes restés là, figés dans une impasse avec les ombres, les étoiles au-dessus de nous, et la terre retenant son souffle, sachant que ce n'était pas la fin. C'était le début, car l'épidémie ne se propageait plus comme un feu de forêt. Elle marchait. Merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Votre soutien m'aidera à continuer de raconter ces histoires. Le monde est plein d'inconnus. Restez vigilants, restez en vie et n'ignorez jamais les chuchotements que vous ne pouvez pas expliquer.